Bienvenue à toutes et à tous dans ce deuxième podcast de Destin d'immigrés. Je vous parlerai du destin de femmes et d'hommes illustres et moins illustres à la recherche d'une vie meilleure. Ils ont voyagé à travers le temps et l'espace et c'est leur histoire que je veux vous raconter. Pour ce deuxième épisode, je vous raconterai l'histoire de Kurt Lewis Hess, qui vécut à la fois une aventure de vie extraordinaire et tragique. Il a vécu dans de nombreux pays du monde, ballotté par les événements majeurs du XXe siècle. Et j'ai eu l'idée de cet épisode en lisant le livre Les Déracinés de Catherine Bardon, que je vous conseille. Je ne vous en dis pas plus et passe au récit. Kurt Hess est né en Allemagne en 1908, sous le règne du Kaiser Guillaume II, dans la cité de Erfurt, en Thuringe. Pour vous situer, c'est en plein centre de l'Allemagne, et c'est tout bonnement magnifique. Les forêts s'étendent à perte de vue, le territoire est maillé d'anciennes cités médiévales. Nous sommes vraiment dans un décor idyllique, dans une Allemagne au sommet de sa puissance. Elle a pris à la France l'Alsace et la Lorraine, ainsi qu'une rançon de guerre lui permettant un bond en avant gigantesque. Il naît dans une famille de la haute bourgeoisie, son grand-père, Louis Hess, ayant fondé la deuxième plus grande fabrique de chaussures d'Allemagne. Ses parents se nomment Adolf et Elsbeth. À ses 6 ans, se passe un premier élément qui sera à la racine de son terrible périple. François Ferdinand d'Autriche se fait assassiner le 28 juin 1914 et met le feu aux poudres. La Première Guerre mondiale est déclarée. Je vous passe le récit de cette guerre. Ce qui est déterminant ici, c'est justement comment elle se termine. En début 1918, nous sommes bientôt au bout de 4 ans de conflit dont on ne voit plus le bout. 10 millions de morts, 8 millions d'invalides, une économie épuisée, entièrement tournée vers la guerre. L'état-major allemand fait face à 2 fronts. Leurs ennemis sont chaque jour plus puissants sur le front de l'Ouest. Américains, Canadiens, Néo-Zélandais, Australiens débarquent sans discontinuer dans les ports français, mais il y a aussi un front intérieur. Les populations n'en peuvent plus de voir leurs maris, enfants mourir sur le front. Ils n'en peuvent plus des privations, de travailler sans discontinuer sur les lignes de production. De même qu'en Russie, quelques mois plus tôt, de violentes révoltes éclatent. Le maréchal Hindenburg et son général en chef Ludendorff lancent leur dernière force dans la bataille dans un dernier coup de dé désespéré. Dans une offensive qui relance la guerre de mouvement, c'est une nouvelle bataille de la Marne qui va renvoyer les Parisiens sur les routes après le premier exode de 1914. L'avancée allemande paraît irrémédiable. Mais le front tient. Le vieux maréchal allemand a perdu son pari, il le sait. Et à partir d'août 1918, la situation s'inverse. Les Allemands ne connaîtront que la retraite. Guillaume II est poussé à l'abdication au vu de la situation sociale dans le pays. On est au bord de la guerre civile. Les démocrates reprennent le pouvoir et les militaires y voient une opportunité. Ils ne veulent pas assumer la honte de la défaite. Ils demandent donc aux politiques de s'en occuper et inventent la thèse du coup de poignard dans le dos. Ce ne sont pas les militaires qui ont perdu cette guerre, ils ont été trahis par les politiques, les communistes et les juifs.
Un autre élément crucial à saisir pour comprendre l'escalade de l'Allemagne vers la Seconde Guerre mondiale, c'est Clémenceau. Il veut réduire l'Allemagne au néant. Dans sa logique, si on laisse à l'Allemagne la capacité de se reconstruire, il y aura une autre guerre, tout aussi terrible. Il va donc se battre à Versailles contre le président américain Wilson pour infliger des sanctions terribles à l'Allemagne, ce qui sera fait. On l'ampute donc de certains de ses territoires et on va lui infliger des demandes de réparation gigantesques, dont l'économie allemande ne pourra jamais se relever, plongeant donc son économie dans un état délétère. Nous comprenons maintenant dans quelle Allemagne le petit Kurt grandit. Sa famille ne souffre pas directement des problèmes économiques, faisant partie des plus grandes fortunes d'Allemagne. Il continue sa vie, dans cette Allemagne profonde et enchanteresse, loin des troubles qui grandissent un peu partout dans le pays après cette paix jugée honteuse. Étudiant brillant, il part faire ses études à l'école supérieure de commerce de Neuchâtel. Il y apprend le français, l'espagnol et l'anglais, un savoir qu'il exploitera toute sa vie. Il part ensuite aux États-Unis pendant 2 ans à partir de 1927, afin d'étudier les modes de fabrication de chaussures innovants. C'est un pays au sommet de sa puissance. On communique à toute vitesse. On inaugure le premier service de téléphonie entre Londres et New York. Charles Lindbergh traverse l'Atlantique. La Paname est créée. On est en plein milieu des Roaring Twenties. Malheureusement, quand il rentre, éclate la crise économique de 1929, qui finit de mettre l'Allemagne à terre. Une bulle financière éclatée à New York et se répand peu à peu à travers le monde. Les grandes puissances européennes se retournent vers leurs colonies pour trouver de nouveaux débouchés, mais l'Allemagne n'en a plus. La situation sociale devient catastrophique, le taux de chômage galopant, un terreau particulièrement propice aux idées extrémistes et aux solutions faciles. Dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Un double événement va bouleverser la vie de Kurt. Tout d'abord, l'effondrement de la société familiale, pris dans le tourbillon de la crise. Deuxièmement, l'avènement du régime nazi. Hitler a réussi à s'allier aux catholiques pour se faire désigner comme chancelier par Hindenburg et mettre en place un système autoritaire. Il met directement en place son programme antisémite. En quoi cela affecte Kurt ? C'était un détail avant. Il se sentait entièrement allemand. Mais il est juif également. Et clairement, ce n'est plus un détail. Dès les premiers pogroms et le boycott national contre les entreprises juives, il fuit cette Allemagne qu'il ne reconnaît plus et part s'exiler au soleil, à Ibiza. Il y implante un restaurant, le bar Puerto, lieu branché sur le pier où se retrouvent touristes et expatriés. On est sur une île loin de tout, où vivent à peine plus de 30 000 personnes. Il vit ici une vie douce, après la lente descente aux enfers de sa situation en Allemagne. Il se remet à espérer à des jours meilleurs, ici, loin de tous les événements qui déchirent de nouveau l'Europe. Mais encore une fois, l'histoire le rattrape, en 1936, avec la guerre civile d'Espagne. La guerre oppose les nationalistes franquistes, supportés par les pouvoirs extrémistes allemands et italiens, aux républicains du pouvoir madrilène, supportés timidement par les démocraties européennes, mais surtout par la Russie soviétique. Elle enverra ses conseillers militaires afin de s'assurer un autre État communiste si les républicains gagnent, ce qui explique en partie la timidité de la France et surtout de l'Angleterre de supporter le pouvoir officiel madrilène. Cette guerre prend racine suite à une sorte de coup d'État des républicains après les élections municipales de 1931, qui éjecte le pouvoir monarchiste du pays. C'est un pays pétri de dissensions. Et, aux yeux d'une population majoritairement campagnarde, l'éviction du roi est injustifiée. La polarisation des partis politiques arrive à son paroxysme lors des élections de 1936, qui se déroulent dans un climat de violence extrême. La victoire des partis unis de gauche, regroupés sous la bannière du Front populaire, a du mal à passer dans une certaine partie de l'électorat où l'on pense à un nouveau coup d'État, cette fois-ci communiste. Un groupe de généraux, dont fait partie Franco, veut renverser le pouvoir, mais la manigance est vite découverte par le gouvernement. C'est pour vous dire la tension. Au lieu de les juger et de les envoyer aux travaux forcés ou au peloton, ce qui pourrait paraître logique dans ce genre de situation, on les mute dans d'autres régions.
L'assassinat de l'un d'eux par des militants républicains en juillet 1936 met le feu aux poudres de leur révolution. Chacun prend peur et déchaîne sa haine. Les massacres ont lieu dans tous les camps, dans toutes les régions. Personne n'est épargné. Et c'est une guerre mondiale avant l'heure à laquelle on assiste. Les Russes, Italiens, Allemands envoient chars, avions, soldats. Les jeunes militants des partis communistes de l'Europe entière partent pour une guerre qu'ils jugent juste, mais c'est une guerre sale. Les soviétiques noyautent le camp républicain. Ils ont amené leurs spécialistes du NKVD. On torture et on exécute à tour de bras. Il n'y a plus de camp de la démocratie qui s'affrontent dans cette guerre, juste deux visions extrémistes et barbares. Los del cuerpo de ingeniero, tenemos cabeza dura. Los del cuerpo de ingeniero, no pasarán, no pasarán. L'île d'Ibiza fut mise directement sous contrôle franquiste, mais très vite, les républicains bombardent avec leur marine la petite île et l'envahissent. Les dommages sont très limités, la population ayant été avertie, tout le monde a donc fui dans les montagnes. Kurt rouvre son bar après les bombardements et sa clientèle a changé. Maintenant composé de soldats républicains incapables de payer l'addition, il essaye de s'arranger avec les nouvelles autorités locales, mais rien n'y fait. Il doit donc fermer. Peu de temps après, sur ordre de Franco, les avions italiens bombardent l'île durant la sieste du dimanche après-midi. Le résultat est catastrophique. Des milliers de personnes meurent. La situation sanitaire de l'île se dégrade très vite. Des bateaux du monde entier arrivent pour évacuer les étrangers. Et voilà notre héros reparti sur les routes. Il embarque dans un navire italien pour Naples, sans un sou en poche. Arrivé là-bas, il prend un train pour Munich, où un comité d'accueil l'attend, la Gestapo. On est encore à une époque où l'Allemagne nazie ne cherche pas l'extermination des Juifs, mais veut purifier l'espace vital du Reich. Ils vont donc l'intimider, afin qu'il s'exile d'Allemagne. Il repart donc en Lettonie où il a des amis. Après 6 mois là-bas, il décide de rejoindre ses parents à Paris. Ils avaient fui depuis la folie nazie. La vie semble ici reprendre son cours. Il décroche un visa et un poste de représentant d'une société pharmaceutique. Il est en sécurité ici en France. Ce pays, qui a vaincu l'Allemagne du Kaiser, a maintenant l'armée la plus puissante du monde, la mieux équipée. Les nazis n'oseront jamais s'y frotter. À Paris, on sort des années folles. Le crash de 1929 a mis un léger coup d'arrêt aux festivités, sans toutefois les arrêter. Et l'ambiance persiste, dans certains bars de Montparnasse où Kurt a pu profiter de sa jeunesse. Sa situation professionnelle lui permettait encore certaines largesses. Il est parti dans le matin plein de lumière. Il était mince, il était beau, il sentait bon le sable chaud. Mon légionnaire. Mais ce n'est pas les nazis qui vont le remettre sur les routes, mais bien l'État français, qui souhaite expulser tous les juifs étrangers de France. On lui propose 2 alternatives. Soit il va en prison, comme bon nombre d'autres juifs qui n'ont plus de ressources, ou partir. Il fait donc du porte-à-porte pour trouver un pays souhaitant bien l'accueillir. L'antisémitisme est très répandu à travers le monde, et tous les pays développés ferment leurs portes. Il souffre encore du crash de 1929, avec ses conséquences sur le chômage. On ne veut pas se rajouter des bouches à nourrir. Car, quand ils sont expulsés d'Allemagne, les Juifs sont bien entendu précédemment spoliés de tous leurs biens. Et par hasard, ils tombent sur l'ambassade de République dominicaine qui offre 100 000 visas aux Juifs expulsés des pays sous la coupe nazie. Son dictateur, fantasque et mégalomaniaque, se fait appeler Son Excellence le Généralissime Dr Rafael Leonidas Trujillo Molina, honorable président de la République, bienfaiteur de la patrie et reconstructeur de l'indépendance financière. Non moins que ça. Et bien qu'il soit lui-même métis, il souhaite blanchir sa population. Voilà pourquoi il offre ses visas. Son champ des possibles s'étant drastiquement réduit, il part donc pour la République dominicaine juste avant la débâcle française. Il l'a échappé belle. Il est parti avec quelques billets en poche à bord du Bretagne et arrive à Puerto Plata le 25 juin 1939 avec sa petite valise.
Il s'établit à Ciudad Trujillo où il va rencontrer d'autres juifs arrivés ici en désespoir de cause. Son tres muchachas bonitas, de verdad, con unos ojos que fascinan al mirar. Y yo que tengo amores con una, y si la fiesta amanece, usted verá. L'idée étant clairement de survivre avant de repartir pour les États-Unis une fois qu'il aura réussi à se dégoter un visa. Il loue une maison dans le centre-ville historique avec d'autres immigrés européens et arrive à gagner correctement sa vie en apprenant l'espagnol au lieu débarquer ou à faire de la traduction de texte. C'est que la vie ne coûte pas très cher ici. Il peut manger tous les midis du arroz con pollo pour 25 cents au Democratico. La vie suit son cours dans cette ville de Ciudad Trujillo, découverte il y a près de 500 ans par le petit frère de Christophe Colomb, bâti sur un modèle colonial typique espagnol. Un ouragan a ravagé une partie de la ville au début des années 30, tuant plusieurs milliers de personnes. Trujillo l'a donc reconstruite et modernisée, en ne manquant pas d'y construire 1800 statues à son effigie et de lui donner son nom. Et oui, avant cette ville s'appelait Saint-Domingue. Y cuando llegue el alcalde, aquí no se baila más. Y cuando llegue el alcalde, aquí no se baila más. Y yo con mi morenita. Mais voilà, la vie est douce sous les tropiques. Enfin pour les Blancs. Les Juifs d'ici sont noirs et haïtiens. Le pouvoir en fera massacrer car ils sont à l'origine de tous les maux de la patrie. En 1937, le dictateur a provoqué le massacre de près de 20 000 Haïtiens dans ce que l'on appellera le massacre du Persil. Principalement ouvriers agricoles dans les grandes plantations de canne à sucre, ils sont accusés de voler le travail des vrais dominicains. Un jour, le Joint, l'American Jewish Joint Distribution Committee, débarque en ville, suite aux annonces de Trujillo d'offrir 100 000 visas aux Juifs d'Europe. Le Joint souhaite y établir une colonie, une forme de kibbutz. D'abord, il s'agit de communiquer correctement avec les autorités. Il cherche donc un traducteur. Kurt est fortement recommandé et est donc engagé pour le job. Il sera là pendant toutes les négociations et rédigera avec l'avocat du Joint le contrat établissant la DORSA, la Dominican Republic Settlement Association, à Sosua. Sosua est de l'autre côté de l'île. D'un côté les montagnes et la jungle, de l'autre la mer turquoise. Un véritable décor de carte postale. Le lieu est magnifique. Kurt arrive là en juin 1940. La communauté s'implante sous la forme de kibbutz. Il faut tout construire, maisons, lieux de vie et ateliers. Il faut les imaginer, ces médecins, banquiers, journalistes, artistes, devenir ouvriers de construction et agriculteurs. Eux, qui pour la plupart n'ont jamais tenu un marteau, mais ils apprennent très vite. Quand ils arrivent dans cette ancienne bananerie qui a périclité, il y a un vieil atelier en ruine et des cultures qui ressemblent plus à une énorme jungle maintenant. Au début, tout le monde vit ensemble. Une seule cuisine, un seul réfectoire et un dortoir. C'est rudimentaire. Le réveil est avant l'aurore, il fait une chaleur accablante, il faut se battre contre les moustiques qui vous donnent la malaria, et l'on travaille du matin au soir, à la construction ou au champ. On essaye toutes sortes de cultures, mais dans cette terre, rien ne pousse. Et au bout de quelques années, on importe des vaches et on se met à l'élevage. Pareil gagnant. Peu à peu, tout se construit, et une vie normale se remet en place. Vous avez un médecin, une école, un bar, un supermarché, des coiffeurs. Le modèle communautaire du kibbutz est peu à peu remis en question. On octroie, après une certaine période d'acclimatation, mais aussi surtout d'apprentissage, 40 hectares de terre et 10 vaches à tous les juifs qui deviennent de véritables cow-boys. 2 coopératives sont créées pour distribuer les produits de ces fermes qui sont principalement le lait et la viande, la Sielka et la Ganadera. Elles vont faire partie des plus grosses entreprises du pays. La journée typique de Kurt commence à 4h du matin pour les traire ses vaches. Ensuite, il partait à cheval 8 km pour rejoindre l'école où il donnait cours. Il y travaillera pendant 34 ans. Ensuite, retour à la ferme pour ses derniers travaux, avant de se retrouver au café Stockman, où il pouvait boire et danser.
belle ici. Un soir, il part avec ses amis danser à Puerto Plata et il y rencontre l'amour de sa vie, la sublime Ana Julia, une dominicaine. Ici, les juifs ne sont plus juifs, il n'y a pas d'antisémitisme et les mariages entre juifs fuyant l'Europe en guerre et les dominicains sont nombreux. La situation évolue. Au début, sans électricité ni eau courante, les maisons s'équipent de machines à laver et de réfrigérateurs. Les affaires sont bonnes pour cette communauté travailleuse. Por eso te rogamos, porque sabemos que darás más. Oye, San Rafael, cuida tu hija querida. La nouvelle génération arrive. Ils naissent pendant une guerre lointaine où leurs cousins, oncles, grands-parents sont massacrés par millions dans les camps nazis, les ghettos ou tout simplement par leurs anciens voisins. Cette génération va grandir dans un bonheur simple. Ils se retrouvent à dos de cheval après l'école sur les plages de sable fin afin de profiter des douces soirées de la région. Et c'est dans ce bonheur simple, agrémenté de soirées guitare au coin du feu, que Kurt va continuer sa vie loin de tout. Cuida del jefe, San Rafael, porque bajo tu mando tiene Quisqueya felicidad, porque con él la patria sigue el camino de la verdad. San Rafael. Il est mort en 2010, dans une ville qui a bien changé. C'est une destination touristique prisée. Il est loin, le temps où il a fallu tout débroussailler à la machette. Les hôtels de luxe s'alignent dorénavant devant les plages de rêve. Si un jour vous passez à Sosua, pensez à visiter le musée qui rend hommage à cette communauté qui vécut ici une aventure humaine extraordinaire. J'espère que vous avez pu apprécier le destin atypique de cet homme, qui fut un globe-trotter malgré lui. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser une note et un petit commentaire. Cela aide énormément le podcast à se faire connaître. Vous pouvez me joindre sur Instagram, la page Destin d'immigrés, et me laisser vos commentaires, je l'espère constructifs, afin d'améliorer mes prochaines créations. Je vous laisse maintenant avec la voix de Kurt Lewis S. lors d'une interview qu'il a fait quelques années avant de mourir. Merci et au revoir. My name is Louis Hess. I came to the Dominican Republic in 1939. I was a refugee in Paris, France. The only country that granted me visa was the Dominican Republic. I didn't know anything about this country. At that time, this country had a dictator. The synagogue was built in 1940, the same year when they arrived. I had a dairy farm for about 40 years with very good success. I made a good living. These are my parents. They couldn't stand the climate here. They just stayed 3 years in Sosua. They went to the United States, to New York. I don't know if I told you, I'm 100 years old. I'm the oldest resident of Sosua.